comme il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que c'est toujours un défi quand on passe en dernier, vous savez, je dis toujours que ça me donne l'occasion de me souvenir de cette symphonie de Haydn qui s'appelle la Symphonie des adieux, où le chef d'orchestre finit tout seul. Alors je vais essayer de faire en sorte de ne pas finir tout seul, donc de ne pas vous tenir trop longtemps et de vous dire des choses pertinentes, ce qui va être assez difficile après tout ce qui a été dit. Alors, je ne vais pas non plus vous raconter qui vous êtes, ça s'appelle des sociologues, ni vous annoncer combien on va supprimer d'emplois, j'en sais rien, ça s'appelle des prospectivistes. Ça fait très longtemps que je suis dans le circuit. L'avantage de mon âge, c'est que pour moi, ce qui, pour beaucoup de gens, sont des histoires, sont pour moi des souvenirs. Et récemment, Jean Boissonnat nous a quittés et il avait publié parmi ses travaux en 1995 un rapport sur l'emploi en 2015. J'avais été associé à ce rapport et je peux vous inviter à le relire ou à le lire. C'est effarant. Nous n'avions rien vu. C'est-à-dire que, évidemment, nous n'avions pas vu les 35 heures. La seule chose que nous avions dite à l'époque sur les 35 heures, c'est que l'idée était tellement absurde que nous en avions écarté. Et à part ça, Google a été créé en 1998. Nous ne l'avions pas vu. Wikipédia en 2001, nous ne l'avions pas vu. Et tout un tas d'événements de cette nature, nous ne les avions pas vus. Et ce que nous n'avions pas vu, et ça, on l'avait senti malgré tout, et je vais revenir là-dessus, il y avait quand même l'histoire de l'auto-entrepreneur. L'éloge de l'auto-entrepreneur qui vient d'être fait m'a fait boire du petit lait parce que je pense, et ce sera le centre de mon propos, je pense que c'est là que se trouve l'avenir. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, encore une fois, puisque je suis incapable de prévoir l'avenir, je vais simplement essayer de vous rassurer sur une chose, et tous ceux qui pensent qu'on va vers une société d'oisiveté généralisée, cette idée, elle est là depuis très très longtemps. Chaque fois que je passe là aussi avec un micro, j'essaie de faire de la publicité pour mes livres. Il faut bien vivre. Et mon dernier livre, qui s'appelle « 3 controverses, la pensée économique », commence par une histoire du discours sur la disparition du travail. Et ça commence par une citation de Suétone, extraite de la vie des 12 Césars. Et dans la vie des 12 Césars, Suétone raconte que Vespasien, rentrant dans un atelier, puisque l'empereur Vespasien va visiter un atelier, les chefs de l'État ont toujours éprouvé le besoin d'aller faire chier les chefs d'entreprise en les visitant. On va vous voir, on s'intéresse, et on s'intéresse à vous, donc on débarque. Et donc Vespasien arrive et le chef d'entreprise lui présente un esclave grec qui a mis au point une machine qui va pouvoir supprimer un certain nombre de tâches pénibles. Et donc, que fait Vespasien? Il dit « Je reconnais l'intelligence » et il dit aux Grecs « Je t'affranchis, et non seulement je t'affranchis, mais je vais te donner un petit capital pour que tu puisses vivre correctement. » Et puis, il fait venir sa garde et on casse la machine. Et alors, le Grec est surpris, il dit « Mais tu m'as dit que tu respectais l'intelligence ?» Et Vespasien répond « Oui, mais mon problème, moi, c'est l'ordre public. Et les 20 personnes qui vont perdre leur emploi à cause de ta machine, si elles ne sont plus dans l'atelier, elles seront dans la rue. Et si elles sont dans la rue, elles deviennent mon problème. Ton problème, c'est d'être intelligent, sois intelligent, mais moi, je vais faire en sorte de détruire le produit de ton intelligence. » On est au 1er siècle après Jésus-Christ. Pour ceux qui inquiètent l'évolution de la fiscalité sur Vespasien avait su d'ailleurs être imaginatif, puisque pecunia non olet, je ne vais pas m'étendre sur la façon dont Vespasien gagnait de l'argent. Alors, dans ce livre, je raconte comment, effectivement, éternellement, on s'est inquiété de la disparition des emplois. Et donc, je ne vais pas revenir là-dessus, je vais me focaliser sur 1817, parce que c'est il y a 200 ans. Et en 1817, un économiste qui s'appelle David Ricardo a réagi à une polémique que ceux d'entre vous qui se souviennent de leur cours d'économie, on a appelé la manivelle de Sismondi. Que racontait Sismondi? Sismondi racontait un peu la même chose que Suétone, c'est-à-dire qu'on est en 1817 et qu'au rythme du progrès technique, l'emploi allait disparaître. Et il y a un passage très célèbre dans Sismondi, qui est un économiste de l'époque, où il dit « Au train où vont les choses, le roi d'Angleterre, en tournant une manivelle, arrivera à produire tout le textile dont le peuple anglais a besoin. Le seul problème, c'est que comme le peuple anglais n'aura plus de travail, le peuple anglais n'aura plus les moyens d'acheter ce textile. » Et donc il dit « Il faut mettre un terme à cette évolution du progrès technique qui, encore une fois, est la manifestation de l'intelligence, mais va détruire notre société. » Et il disait, si on n'a pas fait ça avant le début du XXe siècle, la Grande-Bretagne au XXe siècle sera un gigantesque champ de gens errants à la recherche désespérée d'un emploi, avec des usines protégées et avec des fils de fer barbelés pour que ces gens-là ne viennent pas les casser. L'Angleterre de 1900 n'était pas gangrénée par un chômage colossal, même elle était au plein emploi. Et donc, en face de ça,
le personnage qui lui a répondu, qui était donc David Ricardo en 1817, a dit que face au progrès, en fait, il y a deux problèmes. Il y a deux types de gens qui réagissent de façon négative au progrès. Les premiers qui réagissent de façon négative, ce sont ceux qui sont persuadés qu'ils vont perdre leur emploi. Et comme les gens qui cassaient les machines dans l'Angleterre des années 1820 s'appelaient des luddites, j'appellerais des luddites les gens qui sont persuadés qu'il faut arrêter le progrès parce que ça va leur supprimer leur emploi. Et puis Ricardo disait qu'il y a un deuxième type de gens qui réagissent. Alors on nous a dit la classe moyenne, c'est un concept nouveau. Déjà, on parlait de classe moyenne. Et donc les gens qui réagissent, ce sont les gens dont le statut social, relativement médiocre, cette classe moyenne d'employés, de prêtres et tout ça, qui ont l'impression que le progrès technique va remettre en cause, non pas leur emploi, mais leur statut. C'est-à-dire qu'ils vont subir un déclassement, c'est-à-dire qu'ils vont perdre une partie de leur revenu. Et la partie de la revenu qu'ils vont perdre, c'est la revenu qu'on appelle une rente, c'est-à-dire qui correspond au fait que parce qu'ils ont acquis un statut, eh bien, ils réussissent à obtenir un revenu qui est supérieur à la réalité du service qu'ils rendent. Et donc, face au progrès, il y a deux types de réactions. Il y a les gens qui cassent les machines parce que le progrès détruit leur emploi, et il y a les gens qui sont menacés parce que l'organisation de la société change, et en introduisant de la concurrence, détruit leur rente et donc leur statut social. Et donc, Ricardo dit, dans une société, à tout moment, ceux qui résistent sont soit des luddites, soit des rentiers. Eh bien, je suis persuadé que nous sommes à un moment crucial où nous avons à la fois des résistances de luddites et de rentiers, en partie parce que les rentiers sont menacés en tant que luddites. Pourquoi je pense ça ? Parce que, encore une fois, le progrès technique, je ne sais pas très bien ce qu'il fera. Je suis assez sensible au discours sur l'interaction, sur tout ça, je suis assez d'accord avec tout ça. Ce que je pense et dont je suis intimement convaincu, c'est que le véritable maître mot, c'est deux choses, c'est auto-entrepreneur et c'est le tailleur de pierre du XVIIIe siècle. Le tailleur de pierre du XVIIIe siècle n'était pas salarié. Relisez Germinal, que vos enfants sont obligés de lire, puisqu'il y a le seul écrivain maintenant qu'on a le droit de lire à l'école, c'est Zola. Tous les autres ont été effacés. Et donc, relisez Germinal. Dans Germinal, le porion qui vient sur le carreau de la mine, ce n'est pas le contremaître. Le porion qui est sur le carreau de la mine, c'est le représentant de la compagnie minière qui vient acheter le charbon. Parce que les mineurs qui descendent dans la mine ne sont pas des salariés de la compagnie minière. Ils sont comme les chauffeurs de Uber. Ils sont des artisans qui ont le droit d'exploiter la mine pendant un certain temps et qui, lorsqu'ils sortent de la mine, ressortent du charbon qu'ils revendent à la compagnie minière. Et Zola situe son histoire sous le Second Empire, ce qui est absurde, puisque sous le Second Empire, on a connu un choc charbonnier, c'est-à-dire une hausse brutale du prix du charbon, qui a déstabilisé l'économie, comme les chocs pétroliers ont déstabilisé notre économie. En revanche, sous la Troisième République, les prix ont considérablement baissé, et donc les mineurs se sont révoltés parce que le prix du charbon baissait, non pas leur salaire. Personne ne touchait à leur salaire, ils n'étaient pas salariés. Et donc, le salariat a été une histoire très brève jusqu'à présent dans notre société, et je pense que ça aurait été une parenthèse. Parce que le salariat, ça supposait deux choses. Ça supposait une première chose, c'est qu'on puisse assimiler votre temps de présence à votre temps de travail. Dans l'organisation du salariat, celui qui est dans l'entreprise, normalement, est supposé travailler. Quand vous êtes dans une mine, au bout d'un moment, si vous ne travaillez pas, mais vous finissez par mettre en cause la structure même de l'activité des autres. Et donc, vous avez une solidarité qui fait que vous êtes obligé de travailler. Souvenez-vous, dans le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, celui qui le remet au travail, ce n'est pas le contremaître, encore moins l'actionnaire animé par une volonté cupide d'accumuler des profits. Non, celui qui le remet au travail, c'est le voisin sur la chaîne, parce qu'en arrêtant de travailler, il désorganise la vie du voisin qui est sur la chaîne. Et donc, la discipline du travail, le fait que nous sommes tous des gens bons et gentils, désireux de travailler, à part les quelques dirigeants de Goldman Sachs, néanmoins, spontanément, il y a quand même une théorie économique du tir au flanc. C'est une théorie qui est assez ancienne et qui repose sur des réalités concrètes. Et donc, l'avantage de l'organisation industrielle, c'est que le tir au flanc n'existe pas, parce que l'auto-organisation du travail industriel suppose qu'effectivement la discipline soit faite par les salariés eux-mêmes. Donc, on peut assimiler à ce moment-là temps de présence et temps de travail. La deuxième chose qui faisait que le salariat a pu exister, c'est que dans la gestion des cycles économiques, les périodes de
baisse de la demande sont gérées par les entreprises par de l'accumulation de stocks. Concrètement, quand vous êtes dans une industrie automobile, quand la demande s'effondre, mais vous mettez les voitures sur le parking en attendant que la demande reprenne. Quand vous êtes dans une activité de production industrielle, c'est facile de stocker. Quand vous êtes dans une activité de production intellectuelle, vous stockez quoi? Vous n'avez rien à stocker. Les gens qui sont dans l'open space, ils attendent. C'est eux le stock. Sauf que le stock d'automobile, vous pouvez le revendre, alors que les heures que passent les gens attendent dans l'open space qu'on les mobilise, vous ne pourrez jamais les récupérer. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Mais vous liquidez le mec dans l'open space. Et la plus sûre façon de le liquider, c'est de ne l'avoir jamais embauché. C'est-à-dire de lui avoir demandé à un moment donné un travail au moment où vous avez besoin de lui, et ensuite, quand vous n'avez plus besoin de lui, de lui dire, écoute, on avait un contrat, tu as rempli ta mission, tu as rempli ton contrat, maintenant, nous sommes quittes, tu disparais. Et donc, l'incapacité du processus salarial de répondre au problème de stock, et notamment au problème du cycle économique. Parce que le problème du stock, ça n'a de sens que si on considère qu'il n'y a pas de véritable problème, puisqu'il y a de la croissance économique. Or, la croissance économique, elle est cyclique. Alors on peut négocier l'idée, est-ce qu'elle est plus ou moins cyclique et tout ça. La plupart des économistes, et pourtant Dieu sait si en général ils sont en désaccord sur tout, il y a au moins un élément sur lequel ils sont à peu près d'accord, c'est sur l'idée qu'il y a des cycles économiques. Et même les constructions intellectuelles des politiques économiques que nous menons sont construites sur l'idée qu'il y a un cycle. Et donc s'il y a un cycle, la question est de savoir est-ce que le salariat est en conformité avec l'évolution du cycle dans une activité de production industrielle. La réponse est non. Donc le salariat ne permet pas l'auto-organisation et ne permet pas la discipline du travail. Quand vous êtes dans une situation où dans le salariat, vous n'avez pas de contrainte organisée par les autres, vous êtes obligé d'avoir une contrainte organisée par la hiérarchie. Et ça, c'est assez pénible, même si je reviendrai là-dessus. Je pense que c'est un des atouts encore de l'organisation d'entreprise. Mais donc, à partir du moment où vous ne pouvez plus assimiler systématiquement temps de travail et temps de présence, et où vous ne pouvez pas gérer le cycle dans une économie qui est par nature cyclique, mais vous êtes obligé de changer la relation et l'organisation du travail. Et donc, je pense que l'organisation du travail, elle se fera en auto-entrepreneur. C'est-à-dire que concrètement, on rentre dans une société où effectivement, ce qui pour moi est important dans les nouvelles technologies, c'est qu'elles génèrent un mécanisme dans lequel, comme l'a dit notre président de la République, ce que je trouve intéressant, quand il a présenté ses vœux l'année dernière au Comité économique, social et environnemental, à côté d'ici, il avait dit, comme le dit le ministre Macron, la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, auront plus de clients que d'employeurs. Et je trouve cette citation intéressante à deux titres. Le président de la République, il a mon âge, donc ce qui se passe le dépasse complètement. Et donc, quand il analyse ce qui se passe, il dit, comme le dit le ministre Macron, parce que le ministre Macron, il a 38 ans. Donc, il pense que le mec, il comprend. C'est la génération Y a compris. Rassurez-vous, j'ai des étudiants, ils n'ont rien compris. Mais ça n'a aucune importance. Ils ont compris, eux, au moins, la génération Y. Et donc, et deuxièmement, la société va être ainsi faite qu'on aura plus de clients que d'employeurs. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'on va vers une société d'auto-entrepreneurs et que dans une société d'auto-entrepreneurs, c'est une mode d'organisation du travail qui repose sur l'introduction de la concurrence. Et ce sera mon dernier thème. Je pense que ce qui se passe dans les nouvelles technologies, encore une fois, je sais pas, je suis absolument incapable de porter de jugement sur la partie du cerveau sur laquelle ça s'adresse. La seule chose que je sais, c'est que concrètement, ça génère davantage de concurrence et que cette concurrence, elle correspond aux attentes de la population. Je prends toujours comme exemple le cas des monopoles anciens dans les transports. Encore une fois, la situation que nous avons connue dans les phases de croissance antérieures, notamment des années 60-70, c'était ce que les économistes appelaient le capitalisme monopoliste d'État. Et donc, un des monopoles, le monopole qui était le plus marquant, c'était le monopole des transports, c'était la SNCF. Et la SNCF, pour se garantir son monopole, elle avait interdit qu'on utilise la route, pas d'autocar, et elle avait interdit qu'on utilise les transports aériens. Bon, il a fallu un moment céder, donc a fait la SNCF, elle a créé une compagnie aérienne. Ça s'appelait Air Inter, vous vous souvenez? Air Inter, c'était la SNCF, donc on partait à 4 heures du matin, on avait des hôtesses de l'air qui étaient des anciennes guichetières de la SNCF, et le retour était à 11 heures du soir. Donc, au bout d'un moment, on décidait de prendre le Trans-Europe Express sur la même destination. Bon,
ça a explosé en vol. Pourquoi est-ce que ça a explosé en vol? C'est le cas de le dire. Pas tellement à cause des problèmes d'air inter, pas tellement à cause de la Commission européenne qui veut absolument que sur le réseau, il circule d'autres trains. Parce que le réseau, comme disent, si vous vous souvenez de vos cours d'économie, sur les transports ferroviaires, il y a sous-additivité des coûts. Donc s'il y a sous-additivité des coûts, il y a forcément monopole naturel. Et donc sur le monopole naturel, il y a forcément à un moment donné, quelque part, quelqu'un qui va être en structure monopolistique. On ne va pas multiplier les voies de chemin de fer les unes à côté des autres. Mais quel est le véritable concurrent de la SNCF? Eh bien au départ, c'était le marché noir. Le marché noir, c'était l'autostop. C'est-à-dire qu'on interdisait les autocars, et donc on faisait du marché noir. La population, spontanément, créait de la concurrence. Maintenant, le marché noir, il est blanchi, il est institutionnalisé, il existe. Ça s'appelle du covoiturage, ça s'appelle une plateforme, ça s'appelle Blablacar. Et ce covoiturage, il est un mécanisme de création systématique de concurrence sur la SNCF. Et donc la SNCF est obligée de se mettre en concurrence. On est donc dans une société, effectivement, où ce qui va caractériser le mode de relation, c'est que ce sont des relations de plus en plus commerciales dans une organisation de plus en plus concurrentielle, et une concurrence qui est favorisée par l'émergence des nouvelles technologies. Alors ça a 3 conséquences, et puis je tirerai la conclusion. La première conséquence, c'est quand vous avez une société de plus en plus concurrentielle, eh bien vous avez des baisses de prix. C'est-à-dire que les sociétés de capitalisme et monopolisme d'État, elles répercutaient les évolutions de productivité sous forme de hausse des revenus. Maintenant, les gains de productivité vont se répercuter sous forme de baisse des prix. Et donc la première mutation qui pour moi est la plus essentielle, c'est qu'en réalité, le pouvoir d'achat va être transféré par des baisses des prix et non pas par des hausses de revenus. Alors c'est très important, parce que je suppose que vous avez tous lu le livre de Thomas Piketty. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous demander qui ne l'a pas lu. Vous, le succès mondial du livre, vous l'avez tous lu. Et donc je vous invite à le relire. Eh bien, si vous le relisez, vous l'avez tous lu, tout le monde l'a acheté, c'était une œuvre majeure. Mon libraire disait, il n'y a rien à jeter dans le livre. Je lui ai demandé ce qu'il pensait à mon libraire de la page 78 sur la querelle des deux Cambridge. Finalement, ça, c'était peut-être à jeter, parce qu'il n'avait rien compris. Mais il n'y a rien à jeter dans le livre. Et là, je suis assez d'accord, sauf les conclusions ultimes. La question que pose Piketty, c'est dans une société qui est une société où les prix baissent, comment est-ce qu'on calcule la rémunération optimale d'un certain nombre d'éléments comparé à la rémunération du travail qui, elle, va être stoppée, va être bloquée. C'est-à-dire que, concrètement, le travail va être rémunéré toujours de la même façon, durablement, longuement, comme au XIXe siècle. Et en revanche, les revenus du capital, parce qu'on ne peut pas maintenir des taux d'intérêt durablement négatifs, la rémunération du capital, elle, va être positive. On a déjà connu ce genre de situation. En 1869, le PIB de la France était de 42 milliards de francs. En 1913, il était de 42 milliards de francs. Et je peux vous dire qu'on ne vivait pas de la même façon en 1913 qu'en 1869. Sauf que le transfert de pouvoir d'achat colossal dont a bénéficié la population française dans les années 1880, surtout à partir des années 1895, ce transfert de pouvoir d'achat s'est fait par des baisses de prix. Nous allons rentrer de nouveau dans ce type de situation avec ceci de particulier, c'est que ces baisses de prix ont permis effectivement une surrémunération de l'épargne et ont permis l'émergence d'une épargne assez structurelle en France. Après, elle a été emportée par les bolcheviks, au sens propre du terme, hein, pas Jean-Luc Mélenchon, les vrais bolcheviks, puisque l'épargne en question a été placée en Russie et vlaf, elle a été nettoyée. Mais nous rentrons dans un type de société dans lequel effectivement l'enjeu, ça va être que les transferts de pouvoir d'achat se feront par baisse des prix. Et une question qu'il faudra se poser par rapport à la nature du travail, c'est comment est-ce qu'effectivement, alors que le capital va être mieux rémunéré que le travail, comment on répond à ça? Et c'est le thème du livre de Piketty, relisez. Les 100 dernières pages, méfiez-vous. On peut en reparler si vous voulez. La deuxième question qu'il y a fondamentalement dans ce genre de situation, c'est qu'à partir du moment où on est dans une situation où effectivement on va être en auto-entrepreneur, je pense qu'on va rejoindre, on a parlé du tailleur de pierre du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, moi j'adore cette littérature, vous avez tous lu Candide, comme le Piketty, après le Piketty vous avez lu Candide, ou avant. Et donc je vous rappelle que à la fin du Candide, tout le monde est persuadé que la phrase importante, c'est « il faut cultiver notre jardin ». Ça ne veut rien dire. Si vous lisez le livre, c'est complètement, ça ne veut rien dire. La phrase importante, elle est avant. À un moment donné,
Le personnage qui s'appelle Martin dit à Candide, en fait, dans la vie, on n'a que deux solutions. On a deux types de rapports à la vie. On a le choix entre la léthargie de l'ennui ou les convulsions de l'inquiétude. Et donc, je pense que dans la vie, effectivement, Voltaire avait raison, on a le choix entre la léthargie de l'ennui et la convulsion de l'inquiétude. La société capitaliste monopoliste d'État, c'était la société de la léthargie de l'ennui. Les gens qui nous disent « mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens, quand est-ce qu'on va arriver au plein emploi ?» Je vous dis, à mon âge, je le sais, je l'ai vécu. J'ai vécu en Tchécoslovaquie dans les années 70, il y avait le plein emploi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre en Tchécoslovaquie dans les années 70 aujourd'hui ? Non. Donc l'enjeu, ce n'est pas le plein emploi. L'enjeu, c'est de passer d'une société qui était effectivement une société de léthargie de l'ennui à assumer une société qui va être une société de convulsion de l'inquiétude. Et donc le véritable enjeu, c'est comment est-ce qu'on va gérer les convulsions de l'inquiétude. Le salariat, ça avait un atout énorme. Le fait d'avoir un patron, c'était qu'on avait quelqu'un à détester. Le fait d'avoir un client, c'est qu'on a quelqu'un qui peut changer de fournisseur. Le patron, vous pouviez le détester, le client, vous êtes la personne à qui vous vendez, vous êtes obligé de le flatter, parce que sinon, il va ailleurs dans une société de concurrence. Et donc, la convulsion de l'inquiétude, c'est ça le véritable enjeu, et ce sera ma conclusion. Je pense qu'on va vers une société dont je ne sais pas ce que seront les emplois, je ne sais pas à quelle partie du cerveau ils vont s'adresser, mais je suis convaincu de trois choses, et ça, c'est ma conclusion finale. Un, on va dans une société où ces emplois sont de moins en moins salariés et de plus en plus auto-entrepreneurs. Deux, on va dans une société de plus en plus concurrentielle et où donc les prix vont baisser en permanence, ce qui suppose une réflexion sur la nature et la façon dont on organise la redistribution des revenus et notamment le partage des revenus entre l'épargne et les revenus de consommation immédiate et la consommation immédiate. Et trois, je pense qu'on va vers une société de convulsion de l'inquiétude et que le véritable enjeu pour nos hommes politiques, c'est pas de nous dire tous les 5 ans, ma priorité c'est l'emploi, et de conclure en disant contre le chômage, on a tout essayé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, pour cette keynote de conclusion.